priori, je fais top 10. Je fais 10e dans ma catégorie. Parce que... je sais pas quoi dire. Ce film, c'est l'histoire d'un résultat. Un top 10 sur The Traca. Probablement la course gravel la plus prestigieuse en Europe. Mais en réalité, ce résultat, c'est pas juste un classement, c'est l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus long pour moi. Cet hiver, j'ai littéralement empilé les heures. Musculation, VO2 max, endurance. J'ai passé des semaines entières, plusieurs mois en réalité, à essayer de trouver mes limites et essayer de repousser chacun des paliers. The Traca, c'est une course où le niveau est international, élevé. Il y a des cyclistes qui viennent du monde entier. Donc c'est pas une course où on peut attendre au démarrage. Si tu laisses partir les bons groupes au début, la course est déjà terminée. Avec Fabien, on arrive au SAS seulement 15 minutes avant le départ, autant dire qu'on part presque au fond de notre SAS. Bon, il est 7h10 du matin. On part à 7h20 avec Fabien. Tu dis bonjour, tu viens dans la vidéo. Ouais, bonjour à tous. C'est donc pas exactement la stratégie idéale pour partir sur une course de 200 km, mais voilà, c'était un compromis, on est arrivé détendu, pas de pression, mais simplement ça force à aller se placer au début. Et comme on le voit, je saute d'un groupe à l'autre à chaque fois qu'il y a une cassure qui se fait devant moi, à tel point d'ailleurs que, au départ je me demandais d'où ça sortait, mais il y a un segment même où le peloton des pros est passé, où je prends un top 8 sur Strava, un segment où je passe à quasiment 50 de moyenne, là on le voit sur la vidéo, et c'est précisément un de ces moments où je comble un trou et je rattrape un groupe devant que j'ai estimé qui était assez gros et que je voulais vraiment pas laisser partir. Alors évidemment, je tire pas de fierté particulière de mettre all-in au 4e kilomètre sur un parcours de 200. En revanche, je suis assez content d'avoir pu faire cet effort à ce moment-là, chargé d'adrénaline. Évidemment, on ressent l'effort un peu différemment. Mais d'avoir fait cet effort-là et de ne pas l'avoir payé ensuite. Enfin, en tout cas, pas l'avoir payé à un prix trop cher. Que ça n'ait pas engendré un effondrement 3 heures plus tard. C'est un peu une règle générale en gravel longue distance. Il faut essayer de passer le moins longtemps seul. Tant qu'il reste un gros groupe devant, il faut essayer de s'y accrocher. Quand tu roules dans les premiers pourcents d'une course comme celle-là, personne n'est vraiment bien. On est tous en train de survivre. On part tous très fort et puis ensuite, on cherche une roue, on cherche à former des groupes, à continuer d'avancer et surtout, éviter le moment où on se retrouve seul face au vent. Pendant des heures, depuis le début de la course jusqu'à à peu près les 3/4 de la course, j'ai eu un point de repère. Il y avait un grand gars avec un maillot vert, des grands segments, enfin pas du tout mon physique à moi, complètement repérable avec cette espèce de maillot vert un peu flashy. Vous le verrez souvent à l'image parce que ce gars-là, on a fait les premières ascensions ensemble, ensuite un petit peu sur le plat et je me suis dit, voilà, lui, c'est mon repère. Là, il y avait des groupes, mais voilà, les gens, je les identifie pas forcément. Et lui, il était identifiable et j'avais repéré qu'on avait à peu près le même niveau et que je pouvais m'accrocher à lui. Des fois, ça aide psychologiquement, voilà, d'avoir quelqu'un comme ça qui peut servir de, comme on pourrait dire en anglais, de pacer, de quelqu'un qui peut faire l'allure. Voilà, on se dit psychologiquement, voilà, lui, je reste avec lui. Et là, c'était important parce que sur la stratégie de course, on voit sur le profil, ça commence par monter et descendre fort, et puis après, il y a un bon moment de plaine tout plat. Le premier enjeu, stratégiquement, sur cette course-là, c'était absolument d'arriver au moment de plat, au premier moment de plat, avec le bon groupe. Pas un groupe avec lequel on se dirait, ça pourrait rouler plus vite, je suis en train de me cacher pour récupérer, mais en même temps, je suis en train de perdre du temps sur les mecs de devant, voilà, je fais une croix sur une partie de la course. Non, le but là, c'était à bloc pour arriver
après avoir passé la première grosse difficulté, où il y avait une énorme partie du dénivelé de la course, après passer tout ça et arriver avec les bons groupes pour que ça roule fort sur le plat et faire des bons écarts. Ma stratégie de ravitaillement a été extrêmement simple. Je partais avec sur le dos de quoi tenir la moitié de la course et au ravitaillement à mi-course au 96e kilomètre, j'avais laissé ce que l'organisation avait permis de faire, j'avais laissé un life bag. Normalement, c'est plus fait pour de la longue distance, où on peut laisser des vêtements de rechange, ce genre de choses-là. Moi, je m'en suis servi pour pallier l'absence soit de membres d'une équipe, soit de famille, soit d'amis qui auraient été là, pour me tendre du ravitaillement au niveau des zones techniques. Donc ça, j'avais pas. Et je voulais pas non plus passer éventuellement des heures à une table de ravitaillement ordinaire où des fois on se retrouve juste avec un jerrycan, avec un petit robinet pour remplir une poche à eau, un bidon, remplir de litres d'eau, ça peut être long, j'avais pas envie de perdre ce temps-là. J'avais laissé un deuxième sac d'hydratation rempli avec l'eau, l'isotonique, et puis 250 ml de gel dans une flasque, je fais mon gel maison. J'étais parti avec dans le dos une flasque de 500 plus une flasque de 250 de gel maison, malto, fructose. Et donc celle de 500 était finie au moment du ravitaillement, je l'abandonne sur place, je récupère une de 250 et je repars. Et tout ça finalement ça me prend 30-40 secondes, donc en fait ça a été super efficace. Les autres gars du groupe avec lesquels je roulais à ce moment-là se sont pas arrêtés à l'endroit des live bags comme moi. Ils avaient pour l'essentiel du monde dans les zones de ravitaillement. Mais en fait, comme c'est efficace le live bag, je pense que ça a pris à peu près le même temps que eux avec des gens qui les ont aidés pour les ravitaillements. Et du coup, le groupe s'est reformé après. Et ça, c'est bien heureux. Bon, le ravitaillement est passé. I do the command for the camera. A multi-purpose guy, vidéaste, racer. So, in French, sorry. So, c'est vrai? Je raconte for my followers. Bon, je me suis arrêté au ravitaillement. Il y a une partie du groupe qui s'est arrêtée sur la zone technique qui est derrière nous. Une partie qui a été très très vite, qui est devant. Donc le groupe est éclaté parce que on n'avait pas tous la même stratégie de ravitaillement. Mais la bonne nouvelle, c'est que là j'en ai un avec moi. Il y en a 4 derrière. Donc ça va le faire. Après ce 96e kilomètre et ce ravitaillement, donc où la configuration de course est assez simple, hein, où j'ai réussi à tenir avec un groupe homogène, le groupe réussit à se reformer un petit peu au moment du ravitaillement, et puis arrive la première ascension, là où le groupe se délite. Moi en tout cas j'en vois partir devant, j'ai pas forcément conscience de ceux qui sont délités par l'arrière, puisque ces courses-là, en gravel longue distance, c'est des courses qu'on va dire d'attrition, où les groupes se perdent par l'arrière, quoi. Et on voit pas forcément si on était 16 et que d'un seul coup on est plus que 12, qu'il y en a 4 qui ont lâché derrière, si toi tu es en train de te donner dans le groupe, tu t'en aperçois pas forcément. Donc en tout cas, dans l'ascension qui est arrivée quelques kilomètres après la mi-course, le groupe se délite un peu, et là je me dis que d'autres courses se reforment, que le groupe se reformeront. Enfin, passé mi-course en tout cas, moi j'avais plus l'explosivité nécessaire pour produire à nouveau des 300-400 watts. J'avais plus de force explosive pour remettre un gros effort dans les ascensions, là où ces gars les avaient. Donc je me suis calé tranquillement, à mon allure. Et puis je me suis souvenu aussi d'un conseil que j'ai entendu souvent, qui va de soi, mais dans les moments où on se retrouve seul comme ça à devoir gérer, d'économiser absolument, d'économiser, de faire les choses intelligemment, parce qu'il y a toujours un moment où il va y avoir une autre personne dans notre groupe qui va arriver, et on va pouvoir essayer de sauter dans sa roue, ou de rouler avec, quoi. Et à ce moment-là, il faut être frais. Donc ça veut dire que il faut profiter de ces moments où on décide de lâcher un groupe aussi, pour gérer son économie de course et réemmagasiner de l'énergie pour être capable de se remettre dans une dynamique avec un groupe qui peut arriver 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes plus tard.
Il y a un détail dont je ne vous ai pas encore parlé sur cette course et dont je voulais parler en forme de clin d'œil un peu, c'est les roues avec lesquelles j'ai roulé. Les roues avec lesquelles j'ai roulé sont des roues Macadam qui ont été prêtées à mon club au Paname Gravel Ride. Et le capitaine du club, Thomas, m'a proposé un mois avant la course de les essayer. Je lui ai dit immédiatement à Thomas, écoute, là, ces roues, il y a des moteurs cachés dedans, je ne sais pas où ils sont, mais voilà, je vais m'entraîner un mois avec. Est-ce que je peux les garder jusqu'à The Traca? Ce qu'évidemment, il a accepté. Et je dois bien avouer que j'ai eu des sensations assez incroyables. Voilà, donc un petit clin d'œil à Macadam, marque française. Je pense qu'à participer en partie à succès. On sait l'importance des roues sur un vélo. Jusque-là, sinon à l'entraînement, j'ai des roues en alu d'été suisse de base. Et j'ai toujours en paire de roues carbone pour la course des Hunt. Mais qui sont au moins 150 à 200 grammes plus lourdes. Bon, ça ne change pas la face du monde, mais voilà, il y a sur ces macadam une sensation de conservation de la vitesse à haute vitesse et puis de dynamisme en même temps sur les relances que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce qui est assez fou avec cette course concernant mon classement, c'est l'extrême stabilité. Dites-vous, on est environ 1500 personnes à partir. Ma position, elle a varié de 1 unité, aussi bien au scratch que dans ma catégorie. Dans ma catégorie, je suis passé entre la position 9 et 10, et au scratch, je suis passé entre la position 76 et 75. Il n'y a pas eu de grand moment héroïque, de remontée incroyable, ou heureusement de moments où j'aurais craqué. La grosse performance, c'est juste d'avoir réussi à m'accrocher pendant 7h27 à ma position. Avoir trouvé ma position au début de la course et avoir réussi à la tenir. Donc il y a la stratégie et puis des fois il y a de la chance. Des fois il faut de la chance quand même. Par exemple, au dernier ravitaillement, à ce moment-là, j'étais avec un seul gars. Et on arrivait à une partie qui encore allait être un peu plate. Et je ne m'arrêtais pas au ravitaillement, moi je m'arrêtais qu'au ravitaillement intermédiaire, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et là, repart de la zone de ravitaillement, un un physique, bon, je sais pas comment vous dire, un mec costaud, quoi, un physique de sprinter, de rouleur, en plus grand, large, qui allait bien m'abriter. Et le gars, il arrive, il déboule de la zone de ravitaillement juste devant moi au moment où je repars. Je suis avec l'autre gars qui est en noir derrière moi, on prend sa roue. Et à un moment, bon, je fais signe, je me propose pour pouvoir me déporter, éventuellement prendre un relais. Le gars, il se met debout sur les pédales, il relance. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe lui, là et bon, il sait qu'il est tellement fort que de manière, s'il nous laisse passer devant, il va ralentir. Ce qu'aurait été le cas, hein. Ce qu'aurait été le cas, puisque moi, j'étais dans sa roue à 250 watts. 250 watts, à ce moment-là, c'est ce que j'aurais pu mettre face au vent. Donc, on aurait perdu quelques kilomètres heure. Et le gars, pendant des kilomètres, il a roulé devant tout seul. Il voulait rouler devant tout seul. La vraie question qui restera un mystère, c'est qu'est-ce qu'il faisait là, quoi. Parce que clairement, il avait le niveau pour rouler plus devant. Et donc, ce gars, c'est comme le groupe sur la première partie de plat, quoi. Ça a été extrêmement salvateur. Il nous a amené, là, on a roulé tous les trois. Après, on a récupéré d'autres gens aussi. Il nous a amené à une vitesse incroyable. On a couvert portion de plat, je sais pas à quelle vitesse, des trucs entre 35 et 40, vraiment très très vite. Et il y a un moment, je me souviens plus comment, mais je l'ai perdu de vue. Vers le kilomètre 145, un tout petit peu avant, je suis persuadé d'avoir explosé. Je me dis que je suis parti trop fort et que je suis en train de le payer. Je ne le regrette pas vraiment parce que ça m'a permis pour les 3/4 de la course de prendre de l'avance sur d'autres derrière qui auraient pu être des concurrents. Mais là, à ce moment-là, je sais vraiment clairement que j'ai mangé mon pain blanc et que je suis en train de payer. Je commence à galérer, à tenir une puissance. Ça commençait à être dur. Ça commençait à être dur aussi d'un point de vue digestif. J'ai réussi à prendre 100 grammes de glucides par heure pendant toute la course. Autour des heures 5 et 6, j'étais un peu ballonné. C'était pas évident, penché sur le vélo. Les sensations n'étaient pas terribles. Mais donc, en fait, la vérité, c'est que tout le monde était dans le même état. C'est difficile à objectiver. Il y a ce que j'ai vu pendant que je roulais, l'état dans lequel étaient les gens, les sensations, soit de se faire dépasser, soit de dépasser, tout ça, c'est difficile à appréhender.
Mais là, la réalité de la stabilité de mon positionnement, entre le 45e kilomètre et le 190e kilomètre, de toute manière, j'ai varié que d'une position. Donc même si au milieu de ça, au 145e, j'avais l'impression de m'effondrer et de mettre 100 watts de moins, voilà, j'étais dans le flow de la course avec tout le monde, probablement dans la bonne dynamique pour cette compétition en tout cas. Et je me suis retrouvé à rouler avec un groupe. Donc à ce moment-là, je ne connaissais pas le classement. Je pensais qu'il était un groupe de morts, quoi, hein. On était 4-5, un peu dans le même état. Là, c'est la première fois là, donc sur le dernier quart de la course, voilà, où j'étais avec des mecs. J'ai dit bon voilà, là on est dans l'équipe des losers qui sont en train de canner. Bon, comme on sait, comme je vous l'ai dit au début du commentaire, de toute manière, tout le monde était dans cet état-là. Donc en fait, c'était un groupe normal. J'étais avec ce groupe-là, voilà, où c'était dur de tenir à mettre 180, 200 watts. Bon, voilà, on était en train d'en chier un peu. On était dans le dur. J'ai roulé avec ces mecs-là, mais au moins c'était constant. C'était constant. On était ensemble. Et puis on faisait notre effort quoi, pour réussir à finir, mais il y a un moment où on se dit comment je vais faire, ne serait-ce que pour arriver au bout quoi. Et donc c'est un peu triste parce qu'avec ces mecs là qui je suis remonté, et en fait on s'est retrouvé à la toute fin, un endroit, je sais pas, il devait rester peut-être 25 ou 30 km, mais à dépasser le gros rouleur là, qui nous avait amené sur le plat. Et il était parti tellement vite, et quand on l'a dépassé, il y a un mec qui faisait partie du groupe, il y a un mec qui avait bénéficié aussi de ce que Yann nous avait fait avancer, qui dit hey, come on et tout, qui l'encourage quoi, de manière super sympa, et l'autre qui dit non mais je suis mort quoi. Il dit plus comment il a dit en anglais, I'm dead, I'm really dead, tu vois. Il d'un seul coup. Peut-être problème d'alimentation, problème. Donc ça m'a un peu brisé le cœur parce que le mec c'était un ange, il nous a amené comme ça, et puis on le retrouve en fait à un moment il s'est arrêté complet. Donc d'où l'important aussi de la gestion de course, hein, évidemment. Et puis après, la fin de la course. Je suis avec un groupe, j'ai pas tout filmé évidemment, plus le temps arrive, avec moins de lucidité. Avec ce groupe-là, à un moment, sur un truc en bas d'une descente, je fais une erreur technique, une barrière, un truc comme ça, je les laisse partir. Je me dis, je m'en fiche, j'ai pas forcément besoin de les rattraper. Moi, je voulais jouer le classement dans ma catégorie, et je me disais, je voyais bien les gens autour de moi qui étaient plus jeunes. Je me disais, de toute façon, je peux en laisser passer 4-5. Normalement, c'est pas des gens avec lesquels je concours. Donc, à ce moment-là, il reste 10 km, c'est pas grave, il reste quelques petits bouts. Donc là, on voit sur les dernières images, à la fin, j'arrive tout seul. Mais c'est vraiment les ultimes minutes, quoi. Sinon, j'étais avec ce groupe je pensais qu'il était un groupe de morts, c'est un groupe de mecs cramés, mais en fait non. Et j'arrive au bout. J'arrive au bout, cerise sur le gâteau à la fin. Je vois un mec qui me reprend. Voilà, c'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Je suis sur la ligne d'arrivée, il y a un mec qui arrive derrière. Je me dis, bon, allez, j'essaye, j'accélère un peu. Je vois si j'accélère, si le mec il peut tenir ou pas. Et puis je vois la ligne d'arrivée qui arrive. Je me retourne derrière moi, le gars. Il est juste là, juste collé dans ma roue. C'est bon, comme je vous l'ai dit au début, puissance explosive et tout. Moi, ça faisait très longtemps que j'en avais plus. L'explosivité, c'est pas mon truc. Je sais pas si c'est juste la lucidité ou si c'est une faiblesse mentale, quoi. Mais j'ai pas eu le courage de me mettre debout sur les pédales pour jouer le sprint. Toujours avec cette idée aussi que normalement, il ne me boufferait pas une place, en tout cas dans ma catégorie. Et ce qui a été le cas. Hein. Et puis en plus de ça, surtout, ça se joue au temps réel auquel on passe la ligne. Donc là. C'était un peu pour le folklore, mais je jouais probablement pas une place en plus avec ce mec qui passait. J'avais plus la force de jouer, quoi. J'ai plus la force de sprinter. Je l'ai laissé passer. J'avais dit 7h30, 7h27. D'arriver il y a 1 minute. Je vais crever. Je crois que je vais crever. Hier, je me demandais pourquoi les mecs étaient plein de poussière quand ils arrivaient là. Putain. On passe dans la flotte aussi. Le vélo pareil. Je pense que la transmission elle est lubrifiée au sable depuis 120 km. Ouais. Après la 5e heure, c'est vraiment chaud. Vraiment chaud. On s'accroche, ça finit par passer quoi. Je sais pas ce que c'est à me dire après, mais je voulais partager l'émotion. J'attends.
J'attendais pas. Je me suis juste mis à pleurer spontanément quand Stéphane il m'a envoyé un message pour me dire il m'a envoyé une photo en disant je suis 10e. Et c'est là que je prends la mesure de. Je prends la mesure des sacrifices et de l'implication psychologique que ça a été pendant longtemps quand même, pendant plusieurs mois. Peu importe comment on se l'avoue ou pas, c'est des moments importants quoi. Enfin, c'est du sport, mais c'est la beauté du sport aussi quoi. J'ai fait des centaines d'heures d'entraînement avant de faire cet objectif. On sort par là. Je me souvenais d'un moment où le capitaine Thomas m'avait écrit un message en me charriant, en me disant ouais je sais pas quoi, occupe-toi déjà de faire un top 10 dans les catégories à Traca, on verra après pour je sais plus de quoi on parlait. Mais je savais pas si c'était du lard ou du cochon, j'avais aucune idée, j'avais aucun objectif particulier de place, je savais pas exactement à quoi je m'attaquais et donc et en fait juste je prends le temps de demander, c'est Stéphane qui m'a envoyé le message, je dis est-ce que c'est une blague quoi, c'est une plaisanterie ou il me dit non vraiment 76e au scratch, ou 75, 76, je sais même plus. Top 10 catégorie. Et là, en fait, en un éclair de seconde, je ne l'attendais pas. Une somme incroyable de choses qui a remonté, quoi. Des mois de... C'est pas des sacrifices, je suis pas cycliste professionnel, mais c'est des discussions avec la famille pour pouvoir avoir 10-15 heures pour s'entraîner dans la semaine. C'est des amis auxquels on va justifier que bah non, là, on va pas boire d'alcool, on va pas forcément manger de fromage parce que on prépare un truc, on fait un peu moins de gras, un peu moins d'alcool pour la préparation. C'est des jours à expliquer à ma fille que non, bon bah là ce dimanche, elle va aller faire ça avec maman, mais que moi je vais aller m'entraîner. C'est des heures à se faire mal, à faire des séances de VO2 max sur l'home trainer, aller faire des trucs ingrats et pas intéressants à la salle pour voir si ça marche, si on peut gagner des watts en allant pousser à la presse. Et tous ces trucs-là, quand on le fait, enfin moi en tout cas j'ai toujours un doute à me dire peut-être que je suis ridicule en fait quoi. Avec une attitude, avec un ego mal placé, à essayer de faire des trucs. Ça se trouve je fais des choix, j'ai cru que j'ai compris comment on s'entraînait, mais ça se trouve je fais n'importe quoi. Et en une fraction de seconde, on passe de mois comme ça à douter et à sacrifier, et en une fraction de seconde à en fait que tout soit validé quoi. Comme les petites puces qu'on avait quand on était petit, des trucs en plastique, on retournait, une grosse tension, et puis plaf, en une fraction de seconde, elle se retourne, plaf, ça souffle en l'air, et on retourne la tension. Et ça m'a submergé, je ne m'attendais vraiment pas, ça m'a submergé, je me suis mis à pleurer de joie, non pas que ce soit un titre de champion du monde, mais enfin, juste parce que ça venait valider, juste parce que c'était un résultat pour moi suffisamment honorable pour venir juste valider ma démarche. C'est juste ça. Voilà, sans compter sur le fait que du coup, ça m'épaissit un peu mon carnet de sortie, ça donne peut-être un peu plus de sens à ma démarche et peut-être que j'aurai l'adhésion plus facile de la famille aussi sur les moments où faire les compromis quoi, dans la vie quotidienne. Voilà, donc... c'était une expérience incroyable. Je repense à la première course que je vous ai relatée, là, il y a maintenant 2 ans. C'était la Vache qui rit, une cyclo-sportive de 70 km qui était super bien, où je disais, voilà, c'est un point de départ. Bah voilà, là, je pense que c'était un point de départ. Depuis, j'ai appris tellement de choses, j'ai énormément progressé, j'ai pris énormément de plaisir. Et voilà, et là, cette course Traca, c'est un premier aboutissement, c'est un premier vrai point, voilà, dans une vie de compétiteur qui durera, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mon but à la base, je me suis mis à la compétition à 39, presque 40 ans, en me disant, pour faire des efforts intenses et tout, après ça sera trop tard, je pourrais toujours faire du loisir, faire de l'ultra-distance, des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de voir ce que ça fait si j'essaye de m'arracher à me donner à fond. C'est pour ça que je fais aussi du cross-country. Alors je vois déjà la limite en cross-country en version XCO,
cross-country olympique, donc c'est juste des efforts entre 1h15 et 1h30, c'est vraiment très intense. Je m'oriente plutôt là maintenant vers du marathon, donc c'est un peu plus de l'endurance, du cross-country marathon. On verra ce que ça donne d'ailleurs, dans 3 semaines j'ai une course, ma première en cross-country marathon, là, donc plus sur des efforts longs, mais l'idée c'était quand même de profiter, là j'avais encore la quarantaine pour faire de la compétition, même si c'est le genre de démarche normalement qu'on a à 20 ou 25 ans ou même à 15 ans. Voilà, moi à cet âge-là, je faisais déjà du sport, mais j'avais pas idée d'aller me confronter à d'autres, d'aller vouloir me dépasser moi, et pour pouvoir comparer à d'autres aussi, quoi, faire le jeu de la course, de la compétition. Et bah voilà, je suis content, c'est un challenge relevé. Et bien maintenant je continue. Championnat de France mi-septembre, championnat de France de gravel mi-septembre, et puis aussi championnat de France de cross-country marathon mi-septembre, qui sera juste une semaine après, j'espère que j'aurai récupéré. Mais donc voilà, là c'est le début d'une nouvelle phase, et j'en suis très content.